je suis chimiste toxicologue, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à l'INRS, donc en santé au travail, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à l'INERIS sur la santé environnementale, l'évaluation des risques, voilà. J'ai eu parallèlement toujours une activité militante, que ce soit à titre syndical, associatif et politique. J'avais organisé à ce titre-là, d'ailleurs, quand j'étais responsable de la commission santé des Verts, un colloque en janvier 98, dont le but était de peser sur la première loi de sécurité sanitaire, et c'est à ce moment-là a été formulée la demande d'une agence française de sécurité sanitaire de l'environnement. Alors pour l'anecdote, Bernard Kouchner, ministre de la Santé à l'époque, nous disait je ne vois pas ce que cette agence pourrait faire. Donc on voit effectivement la nécessité de porter la question de la santé environnementale. C'est ce que l'on a fait en 2009 en lançant une alerte sur les biberons bisphénol. On a fait une matière plastique, qui est du polycarbonate, donc un plastique alimentaire. Quel plastique alimentaire, puisqu'il a été utilisé pour les biberons, avec une hormone de synthèse. Donc on a contaminé toute une génération avec une hormone de synthèse. C'était le principe du poulet aux hormones, d'ailleurs. Hein. On peut faire ce rapprochement parce que le bisphénol A est très proche du distilbène, qui a été utilisé aussi à cette époque-là pour faire le veau aux hormones et les poulets aux hormones. Voilà, donc cette question des perturbateurs endocriniens est centrale dans la compréhension de la croissance de ces maladies chroniques aujourd'hui. Et donc, les éliminer, c'est le sens de la campagne que nous avons lancée, Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens, en mobilisant les collectivités locales sur ce sujet, pour mobiliser l'ensemble de la société, parce que chaque citoyen doit comprendre cet enjeu, ce changement de paradigme des perturbateurs endocriniens, qui consiste à dire que l'exposition à ces substances, qui sont présentes dans les plastiques, dans les cosmétiques, dans l'alimentation principalement, et donc dans l'habitat est la principale source de contamination, et bien ces substances, lorsqu'elles agissent pendant la période sensible de la grossesse et de la petite enfance, induisent une grande partie des maladies chroniques d'aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire régresser toutes ces maladies en agissant sur cet environnement et en éliminant au maximum ces substances. En termes de population, nous pouvons dire qu'un Français sur deux est dans une collectivité locale qui a signé la charte. C'est dû à la fois à des signatures de régions, notamment la région Île-de-France, avec lesquelles on est en train de construire un projet de sensibilisation dans les lycées à partir de sa compétence propre. Et ça, c'est très important. Des départements, comme le département du Tarn, on prépare un colloque habitat, maladies infantiles et perturbateurs endocriniens. Donc ça vous intéresse directement. En partant d'un problème qui est central dans cette affaire, c'est la contamination de l'habitat, le collectif ou individuel, par les sols en PVC. C'est-à-dire par les phtalates qui sont émis par les sols en PVC, pour être plus précis. Et les phtalates sont les plastifiants principalement, ce sont des composants des cosmétiques, induisent au moins 8 maladies infantiles, donc à partir d'une contamination maternelle pendant la grossesse. D'où l'enjeu, effectivement, d'agir sur ces sources qui sont assez facilement identifiables, et donc d'avoir des gains de santé en conséquence. La crise sanitaire que l'on vit nous rend service parce qu'elle montre qu'on ne peut pas gérer les problèmes de santé uniquement à partir d'un système de soins. Le système de santé doit être beaucoup plus complexe et s'intéresser beaucoup plus aux impacts de l'environnement sur la santé, et donc agir sur cet environnement pour que la santé humaine, mais aussi la santé de l'écosystème, puisque les choses sont très liées, soit le meilleur possible. Le fait d'avoir négligé tout ça pendant des décennies, même un peu plus d'ailleurs, fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec une situation sanitaire particulière. On peut connaître d'autres crises, et donc il est urgent de penser les choses différemment. On est encore le nez scotché sur, effectivement, le fait santé égale soin égale hôpital. En fait, c'est un peu ça, et progrès médical égale progrès technique. Or, le progrès sanitaire n'est pas qu'une affaire de progrès médical, de médicaments, même si, évidemment, ces enjeux-là sont très importants. Il faut agir sur l'amont, et c'est d'autres façons de voir les choses, d'autres professionnels aussi. C'est pas uniquement la santé, ce n'est pas qu'une affaire de médecins. C'est une affaire aussi d'architectes, d'urbanistes qui sont des professionnels de santé. À leur façon, je pense qu'il faudrait définir différemment d'ailleurs la notion de professionnel de santé. Toute personne qui agit, qui construit un environnement pour ses semblables, eh bien effectivement est un professionnel de santé. L'environnement peut être effectivement et doit être un facteur de bien-être et non pas l'inverse. C'est vraiment un grand enjeu de repenser la santé environnementale dans cette dimension.
D'accord. Alors, il existe des plans réguliers, donc de 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction des différents objectifs. Là, on a un plan qui a démarré, je pense que sur aussi le lutte par rapport au cancer. Est-ce que du coup, dans les plans santé environnementaux qui sont faits par le gouvernement ou par les agences, est-ce que du coup, la santé environnementale en tant que telle est prise au sérieux? Bien non, c'est le paradoxe. Pour donner un exemple caricatural, nous avons une stratégie nationale perturbateur endocrinien. La France est le premier pays au monde à s'être doté d'une stratégie nationale. C'est nous qui l'avons demandé, qui l'avons même rédigé en partie d'ailleurs. En 2014, ça a été renouvelé en 2019, en septembre 2019, mais depuis, il n'y a eu aucune réunion du comité de suivi. Donc on est dans une situation ubuesque où on fait des plans, il y a 50 mesures dans ce plan, et on ne se donne pas les moyens d'agir avec la société civile, comme si c'était toujours un privilège de l'administration ou d'agir dans ce domaine. C'était à l'évidence, comme souvent, comme quasiment toujours dans les domaines politiques, on ne peut pas agir sans que les citoyens eux-mêmes soient acteurs. Et donc, c'est cette dimension-là qui manque totalement aujourd'hui sur cet enjeu de la santé environnementale, d'où l'appel, d'où ce collectif qui va s'organiser sous le titre de plateforme interassociative pour la santé environnementale, PISE. Donc, ça renverra, ça facilitera la mémorisation de l'acronyme. Le collectif PISE, qui appelle à faire de la santé environnementale un pilier du système de santé, en demandant effectivement qu'on ait une politique ambitieuse dans ce domaine, parce que c'est l'enjeu du présent, mais c'est l'enjeu aussi pour les générations futures. Très bien. Donc on va faire donc aussi un petit point sur la particularité du bâtiment, puisque c'est vraiment notre domaine particulier. Donc dans le cadre de cette plateforme, est-ce que les acteurs du bâtiment seront invités, sont déjà invités? Quel type d'acteurs? Est-ce qu'on pourra prendre notre place en tant que réseau A+ dans cette plateforme? Je l'espère, et je lance un appel là, j'en profite. Évidemment, les professionnels du bâtiment sont des acteurs de la santé environnementale. Alors après, il faut trouver effectivement la forme, mais l'enjeu, c'est bien effectivement notre objectif, c'est que cette question-là de la santé environnementale soit centrale dans les prochaines élections régionales, mais aussi présidentielles. Il faut des engagements, non seulement il faut des engagements, mais après il faudra les tenir, ces engagements. Il faut refonder un système de santé autour de cet enjeu. Donc l'enjeu de la formation des professionnels est central. Qu'il s'agisse des médecins, qu'il s'agisse des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, en gros même de toute profession et quasiment toujours de tous citoyens d'ailleurs, on doit effectivement avoir une culture de la santé environnementale parce que chacun peut agir à son niveau. Certes, tout n'est pas gérable à partir d'une approche individuelle, mais c'est aussi important. Voilà. Il faut sortir d'une vision de la santé publique où on explique tout par le tabac et l'alcool. C'est totalement insuffisant aujourd'hui. Eh bien, il faut effectivement, c'est l'objet de ce collectif, hein, d'arriver à faire en sorte qu'on refonde le système de santé et tous les professionnels sont les bienvenus effectivement dans cette action. On fait un plan décennal sur le cancer et on laisse de côté le lien cancer-environnement. C'est ubuesque. On oublie que les bâtiments qui sont rénovés aujourd'hui sont des bâtiments anciens. A priori, ça semble du sens. Et on oublie effectivement de faire le bilan. En tout cas, on ne cible pas, techniquement et financièrement, on ne cible pas la possibilité de diagnostiquer l'état du bâtiment existant et surtout les surcoûts que pourrait représenter son curage en termes de polluants particuliers. Maintenant, le terme qu'on utilise beaucoup plus, c'est les polluants particuliers. Est-ce que là-dessus, c'est pas un point qu'il faudrait ensemble soutenir? Tout à fait. Là, je pense que notre discussion va déboucher sur, j'espère, une action commune. J'évoquais les sols en PVC. Les sols en PVC, c'est 20 à 40% de phtalates. Les phtalates, qui sont des composés organiques semi-volatiles, se volatilisent sous l'effet de la chaleur et se redéposent sous forme de poussière. On a une contamination totale de l'habitat. Et donc, après, contamination des nourrissons principalement. Les nourrissons sont 8 fois plus contaminés que les adultes parce qu'ils ont le contact main-bouche, ils ingèrent ces polluants. Et on a toutes les données épidémiologiques, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux le faire. On a un lien notamment entre asthme de l'enfant et sol en PVC de la chambre des parents. C'est une grande étude suédoise, 3200 enfants suivis pendant 10 ans, donc ce n'est pas utile de refaire cette étude en France. On sait qu'un sol en PVC induit chez l'enfant double le risque d'asthme.
L'asthme, c'est 10% des enfants actuellement. Alors, c'est la pollution extérieure, mais c'est aussi cette pollution intérieure. Donc, si on fait de la rénovation énergétique sans s'intéresser à cette contamination de l'environnement intérieur, on augmente l'impact sanitaire de ces pollutions. Donc, l'enjeu, bonne nouvelle, si les crédits ne sont pas dépensés, moi, j'ai une suggestion c'est facile de le dépenser. Enlevons tous les sols en PVC contenant des phtalates. Enfin, ce qui aggrave effectivement l'impact de la crise, c'est le fait que cette pollution, dans toute sa diversité, se traduit par des maladies chroniques. Les victimes du Covid, ce sont les malades chroniques. Le nombre de maladies chroniques en France a doublé en 15 ans. Doublé en 15 ans. Alors quand je dis maladie, c'est pas le nombre de malades, hein, parce qu'on peut être malade d'avoir 1, 2, 3 comorbidités. Et les données sont très claires. La Caisse nationale d'assurance maladie a fait une enquête qui s'appelle EPIFAR, à partir sur un échantillon de 66 millions de personnes, comme ils disent, c'est-à-dire tout le monde. Voilà. 47 maladies chroniques, dans 46 sur 47, on a une aggravation en cas de Covid. Voilà. Donc c'est très simple. Ces maladies chroniques sont un fardeau, sont un fléau qu'il faut combattre à tous les niveaux. En cas de crise comme celle-là, on voit bien le coût à payer, mais plus largement, évidemment, c'est les causes de morbidité, les causes de mortalité. La France s'est engagée à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2018 sur les objectifs du développement durable, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. On n'a strictement rien fait dans ce domaine, alors que là, ce sont les victimes au premier plan de cette crise. Voilà, c'est ça le changement, l'enjeu de la santé environnementale, c'est de s'attaquer à ces maladies en agissant sur l'environnement au sens le plus global du terme. Alors donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cette crise a révélé aussi, peut-être en mettant la lumière sur certains critères qui étaient préconnus, qui étaient connus bien entendu, mais on n'arrive pas encore aujourd'hui dans le bilan, puisqu'on va être un an, hein, puisque le 17 mars on sera à un an de l'entrée en état d'urgence, et notre congrès va donner une part là-dessus. Par exemple, on a une interview qui va être faite avec Laurent Micheli, qui est sociologue et qui s'intéresse bien entendu avec tous ses confrères et alter ego au côté sociologique, hein, donc de la crise. Alors aussi bien les méfaits, par exemple, du confinement strict d'un point de vue scientifique. Hein, est-ce que le confinement qui a été décidé, qui est nous, professionnels confinement, on trouve que c'est quand même pas vraiment un confinement, c'est un pseudo-confinement. Parce que si on voulait confiner, on a même de le faire vraiment sérieusement. On est spécialiste quand même de la dépollution et donc du curage des bâtiments dits pollués. Donc on sait ce que c'est qu'un confinement, avec renouvellement d'air, avec traitement de l'air, avec épuration de l'air, etc. Ce qu'on a proposé, c'est un isolement de certaines personnes à certains endroits, regroupement d'ailleurs des familles dans des logements qui eux-mêmes, alors on le voit bien, d'après ce qu'on dit, pour surprovoquer du coup des maladies, des expositions en confinant du coup des personnes dans des lieux qui n'étaient pas forcément prévus pour ça, puisqu'on va changer d'une époque où on a effectivement des personnes qui étaient souvent à l'extérieur qui se retrouvent devoir bloquer à l'intérieur. Donc les conséquences de ça, on va peut-être les avoir dans quelques années. Mais déjà sur le principe, on risque de perdre les focus qui ont été faits par les uns et par les autres sur par exemple la comorbidité. Et quand je parlais de la santé environnementale, c'est comment la santé environnementale va provoquer du coup des maladies chroniques dont effectivement on vient de parler, et ces maladies chroniques en rebond vont effectivement avec un facteur aggravant de risque de développement d'une maladie sévère, alors qu'en fait on aurait pu passer, peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas scientifique, hein, passer à côté avec une propagation de maladies de type grippe ou de type syndrome grippal qui aurait pu être moindre s'il n'y avait pas eu effectivement ces facteurs de comorbidité qui eux-mêmes sont dus en partie à la pollution environnementale. Hein. Est-ce que j'ai bien résumé la situation ? C'est tout à fait ça. Voilà, tout à fait ça. Le chiffre, enfin, simple, hein, le nombre de maladies chroniques a doublé en 15 ans. Donc, très, très rapidement, on aurait eu moitié moins de victimes il y a 15 ans. Et donc, comme la gestion de la crise se fait en fonction du taux d'occupation des lits de réanimation, c'est ça le critère principal. Hein. C'est pas un critère sanitaire, c'est pas un critère économique, c'est celui-là. On veut éviter le débordement, les gens qui projettent à l'entrée des hôpitaux. Donc, on aurait eu une situation beaucoup plus gérable il y a 15 ans, bien évidemment. L'autre enjeu, c'est qu'on aurait dû, effectivement, parce que les signaux d'alerte avaient été tirés depuis longtemps, on a une progression de ces zoonoses depuis les années 40. Progression, une grande partie de ces zoonoses, effectivement, contaminent l'homme. Parfois, c'est tout à fait bénin. Mais on a à l'avenir... Il y a eu un rapport de l'OMS rendu en décembre 2018 qui disait qu'il va y avoir une maladie X. Elle n'existe pas encore, elle va se constituer dans le rapport entre l'espèce humaine et la faune sauvage, et elle va se répandre sur la planète.
C'était bien vu, décembre 2018. Personne n'avait réagi à ça d'ailleurs. Et on était dans une situation de totale impréparation, alors qu'on pouvait prévoir effectivement ce type de situation si on avait eu une vision d'ensemble. Et c'est ce qui manque effectivement quand on voit la stratégie, c'est la réduction des coûts. Les objectifs de dépenses d'assurance maladie, c'est la réduction des coûts. On n'a jamais d'objectif de santé publique. C'est quand même extraordinaire d'avoir une politique de santé sans objectif de santé. C'est quand même, pour résumer les choses, c'est voilà, l'impasse dans laquelle on est arrivé, mais que pas ça, on le paye cher aujourd'hui. On le paye cher. C'est vrai pour la France, c'est vrai dans tous les pays du monde. Il n'y a aucun pays qui a vraiment qui soit vraiment sorti de cette vision d'un modèle biomédical uniquement axé sur le soin. Et donc, c'est de ça dont il faut, c'est la grande mutation qu'il faut aujourd'hui réussir. Mais je pense que cette crise aura au moins le mérite d'avoir fait prendre conscience qu'on est dans une impasse et qu'il faut en sortir. Pour introduire notre congrès qui s'appelle Faire sans défaire n'est que la ruine de l'humanité, quel serait l'axe à venir que les professionnels du bâtiment et de l'immobilier, ça va du diagnostic immobilier aux entreprises de désamiantage, aux laboratoires d'analyse qui sont aussi spécialisés dans le domaine des polluants particuliers, quel serait le ton et un petit peu l'envie que vous auriez dans le développement de ce congrès? Est-ce qu'on peut donner un message d'espoir ou est-ce qu'il faut vraiment tirer l'alerte sur ce congrès? Moi, je tiens toujours un message d'espoir. La bonne nouvelle, quand on a compris tout ça, c'est qu'on peut agir. On peut agir et obtenir des résultats. Quand je reviens sur ces sols en PVC qui induisent de l'asthme chez l'enfant, on peut réduire donc quasiment d'un facteur 2 une pathologie infantile. Donc ça, c'est pas la vision très classique. On ne va pas trouver un médicament qui va résoudre ce problème. Ce sont les professionnels de l'environnement qui ont la clé en main. Encore faut-il qu'on leur donne cette clé et qu'on les forme aussi à ça. Donc c'est cette grande révolution de la santé, cette refondation du système de santé, je pense que les professionnels du bâtiment ont une place importante à jouer dans ce domaine, mais d'une façon générale, les professionnels de l'environnement et les professionnels de santé, bien sûr, au sens classique du terme, qui doivent avoir cette culture. Donc c'est ça la refondation, la dimension formation est essentielle, mais aussi la dimension utilisation des crédits. Où sont les financements? Quelle est l'affectation de ces financements? Aujourd'hui, c'est totalement absurde d'avoir un ministère de la Santé qui soit ministère des Affaires sociales, ministère du Soin, etc., qui laisse de côté toute cette dimension de santé environnementale. Je donne un exemple. L'alimentation aujourd'hui est gérée par le ministère de l'Agriculture. Il y a contradiction. L'alimentation est un problème de santé en priorité. C'est cette réflexion-là qu'il faut avoir. Repenser l'architecture institutionnelle fait partie des enjeux. En tout cas, c'est un bel objectif de voir comment nous, on pourrait intégrer du côté bâtiment, puisque je rappelle, par exemple, les architectes dépendent du ministère de la Culture. Donc voilà, c'est aussi intéressant de savoir on dépend de la culture. Donc voilà, on pourrait avoir une partie à cheval dessus. Et on a des directions, par exemple, les diagnostics immobiliers ont toujours eu deux directions, la santé d'un côté et le logement de l'autre. Donc on a aussi une ambiguïté avec des directions qui ont une double casquette ministérielle. Les enjeux sont là, on les a devant nous. C'est l'avenir même de l'espèce humaine qui est en cause. Quand on voit la baisse de la fertilité et l'échéance de 2040, on arriverait à zéro du point de vue de la qualité du sperme. Enfin, c'est une donnée qui devrait faire bouger les lignes. On a cette donnée depuis 50 ans quand même. Mais on regarde ça et on ne fait rien. Donc c'est le moment d'agir. Et c'est le moment pour les professionnels de se mettre en mouvement parce que c'est leur avenir même qui est en jeu.